l'impératrice Joséphine naît à la toute fin de l'Ancien Régime, 1763 à la Martinique, dans ce qu'on a appelé la civilisation du sucre, et elle va à peu près à l'adolescence se rendre sur le continent pour être mariée au vicomte de Beauharnais, suite à une intrigue familiale. Ce mariage se passera très mal, ils vont se séparer assez vite. Donc deux enfants vont rester de ce mariage, Eugène et Hortense. Les époux vont vivre longtemps séparés, jusqu'à d'ailleurs leur disparition. Et Joséphine va rester comme ça, dans cette société d'Ancien Régime, mais pas au premier rang, jusqu'à ce que survienne la Révolution. Et là, son mari qui gagne en influence, elle aussi progresse en influence et commence à intégrer les cercles révolutionnaires. Elle les intègre un peu trop de manière dispersée, si bien qu'elle est arrêtée elle aussi sous la terreur, au Carme. Elle va échapper à la guillotine, mais de peu, et elle va sortir ensuite dans la société du Directoire. Elle va renaître, et c'est là qu'elle va connaître le général Bonaparte, qui fréquente les mêmes cercles de pouvoir qu'elle. La liaison va être tout de suite passionnée, emportée. Le général Bonaparte va connaître la gloire en même temps. Le couple va devenir assez célèbre assez rapidement, et ainsi être emporté de plus en plus vers les sommets, jusqu'à ce que son mari, Napoléon, parvienne au pouvoir en Brumaire, et elle le suit, elle continue à le suivre, devenir la consulesse, puis l'impératrice. Elle est sacrée à Notre-Dame, elle va figurer sur le tableau du sacre en bonne position. Elle est à ce moment-là installée, et il y a comme ça un pouvoir, un équilibre de pouvoir qui s'est installé entre Napoléon et Joséphine, et qui fonctionne. Mais qui ne fonctionne pas jusqu'au bout, parce que Napoléon veut aller encore plus loin, et veut une descendance, et veut une dynastie qui s'élève, et qui surtout s'allie avec les dynastes existants, et notamment la maison d'Autriche, et donc il va la répudier, va intervenir la séparation. Suivra 4-5 ans d'exil pour elle. Elle divorce en 1809, ils se séparent en 1809, et 4 ans où elle va vivre à l'écart de la cour impériale, avec toujours une relation avec Napoléon, mais beaucoup plus distendue, jusqu'à la chute finale de l'Empire, où là elle parvient à remonter en scène grâce au tsar Alexandre, mais une remontée en scène de courte durée, parce qu'elle périt d'une maladie pulmonaire en 1814, en mai 1814, à l'âge de 51 ans à peu près. Elle disparaît. Donc elle aura fait la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la chute de l'Empire. On peut la situer en fin du XVIIIe siècle, qui termine sa vie à l'orée du XIXe. Joséphine de Beauharnais est une fiction, ce nom est une véritable fiction. En fait, il a été expliqué ensuite, inventé sous la Restauration. Elle n'a jamais porté ce nom, Joséphine de Beauharnais. Elle naît Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, donc dans une famille d'aristocrates. Elle est appelée affectueusement Yéyette pendant son enfance. Ensuite, donc, Marie-Joseph Rose épouse le vicomte de Beauharnais. Elle devient donc la vicomtesse de Beauharnais. Mais la Révolution les rattrape. Il faut qu'elle devienne la citoyenne Beauharnais, non plus la vicomtesse évidemment, jusqu'à la sans-culotte aussi, Beauharnais, parce que la terreur avance. Puis elle rencontre le général Bonaparte, qui la rebaptise, qui l'appelle Joséphine, à l'hiver 1795. Ils se marient, donc théoriquement elle s'appellerait Joséphine Bonaparte, mais elle ne veut pas pour encore perdre son nom. Elle signe la pagerie Bonaparte, c'est ainsi qu'elle se fait appeler. Bon, progressivement, elle est appelée Madame Bonaparte tout de même, puis sous le consulat, la consulesse, encore, avant qu'elle devienne l'impératrice. Là, à ce moment-là, il n'y avait qu'une. Mais quand elle se sépare de Napoléon, il faut l'appeler l'impératrice Joséphine, puisqu'il y en a deux, avec Marie-Louise. Et à la chute de l'Empire, lorsque les royalistes reviennent, ils ne souhaitent pas évidemment l'appeler Joséphine, parce que ça rappelle le nom dynastique. Pas Joséphine Bonaparte non plus, parce que Bonaparte, il ne faut plus en parler, donc ils choisissent à sa mort Joséphine de Beauharnais. Donc Joséphine de Beauharnais vient de naître, femme connue, mais dont la légende s'est emparée assez vite.
Joséphine, on dirait aujourd'hui, naît médiatiquement dans une période, celle du Directoire, un régime que l'on qualifie de débauché. Donc tout ce que fait le régime, tous les représentants du régime sont forcément des gens débauchés. Donc assez rapidement, une légende noire va se monter contre elle, un peu moins contre Napoléon, mais contre elle. On va la suspecter de liaison à n'en plus finir et d'avoir charmé par intérêt pour monter en société. On s'aperçoit en vérité avec les preuves historiques que tout cela est faux. Elle n'a pas eu besoin des hommes pour affirmer sa position sociale et que ces relations extra-conjugales, même du temps de Napoléon avec un lieutenant connu nommé Charles, sont difficiles à établir et que finalement cette femme-là se méfiait plutôt des hommes, cherchait même à les dominer, à se rendre le plus indépendante possible d'eux. Donc c'est assez difficile à concevoir par rapport à l'image qu'on en a, mais tout son parcours de vie, où on ne connaît pas beaucoup d'amants avant cette période du Directoire et même après, montre bien que ce qu'on a pensé, enfin cette image cette image volage est considérablement à revoir et est assez fausse en fait. Elle n'a sans doute jamais été, et même je suis à peu près sûr, jamais la maîtresse de Barras, pour plusieurs raisons. Il semble que Barras effectivement préférait les hommes, soit homosexuel, l'historiographie penche maintenant pour cela, et ensuite en réalité on peine à situer dans le temps cette relation. Barras était un allié politique, un allié financier, elle a déployé son entre-gens vis-à-vis de lui, mais ça n'a pas été plus loin. Lui dira un petit peu le contraire dans ses mémoires, car étant devenu un adversaire politique de Joséphine, il aura tendance à la salir en fait. Alors Joséphine a un problème. Elle aime dépenser, collectionner, se parer à l'excès. Pour ça, il faut des revenus. Et en même temps, j'ai dit, elle cherche à rester indépendante. Donc comment faire à la fin du XVIIIe siècle et au début du siècle suivant? Donc elle va trouver tout un certain nombre d'astuces par ses relations, avec les banquiers, mais elle va surtout bénéficier des troubles monétaires et financiers de l'époque où elle va se glisser et jouer comme personne, ou du moins comme beaucoup d'hommes. Elle va réussir à agioter, à avoir ce qu'on appelait de la bonne monnaie, de l'or et de l'argent, vendre du papier, en acheter, et ainsi se constituer un joli magot qu'elle dépense, d'accord, mais elle arrive à avoir son indépendance. Ensuite, dans les cercles de pouvoir, elle s'allie avec des ministres, avec Barras, avec d'autres, parfois dans le dos de Napoléon, pour construire comme ça des prévarications de toute espèce, où elle va mettre les gens en relation et toucher sa commission, c'est comme ça qu'on peut le dire. Elle s'allie encore aussi avec d'autres amis de Napoléon pour avoir encore d'autres marchés, et ainsi de suite. Et quant à Napoléon, auquel elle ne demandera jamais rien directement, lui il le dira dans ses mémoires, elle ne m'a jamais rien demandé. Qui prouve bien son indépendance, mais par contre, elle lui dépense énormément. Donc, elle arrive indirectement à lui faire savoir qu'elle est en difficulté, elle ne lui dit jamais. Et par compassion et par amour, chez Napoléon, il éponge ses nombreuses dettes, car elle n'arrive pas à réfréner son train de dépenses. Elle est compulsive dans la collection de chaussures, d'habits, tout ça se compte par centaines. Les bijoux, elle aime ça. Il n'y a rien qu'elle n'aime pas, en fait. Les animaux, il lui faut des domaines, etc. Donc c'est une fuite en avant, mais qu'elle arrive à chaque fois à rattraper et finalement à boucler parce que ou son entre-gens, ou son habileté, ou ses relations, bref, elle arrive toujours à se débrouiller, mais finalement de manière paradoxalement indépendante. Alors Napoléon veut lui aussi briller, il aime les gens qui brillent, et il veut que son régime soit le plus brillant, le plus en vue d'Europe. Il va vouloir devenir l'empereur des rois. Donc il lui faut des gens autour de lui qui brillent, soit à la hauteur, et donc Joséphine, là, répond même trop, mais répond à ses attentes. Et il y a une complicité entre, effectivement, où l'un et l'autre étant de tempéraments différents, pour le pouvoir, ils s'allient véritablement, ils sont de véritables alliés, et, y compris sur ce plan-là, où Napoléon n'est pas très à l'aise en société, c'est pas quelqu'un qui possède un entre-gens facile, elle oui, et pour le déployer, il lui faut des bijoux à son cou, il lui faut qu'elle puisse passer des robes, et comme disait Napoléon, tout un attirail qui va avec. Joséphine s'arrange, et même parfois le terme trahison est peut-être un peu fort, mais elle s'arrange dans le dos de tout le monde, comme forcément elle multiplie les relations, les indépendances, et il faut qu'à un certain moment
cette relation, ce réseau d'argent, forcément il va jouer contre quelqu'un ou dans le dos de quelqu'un. Donc ça se passe à 2 reprises dans le dos de Napoléon, en fait, hein, qui ignore, mais qui, contrairement à tous les autres à qui il a pu être fâché, parce que Napoléon détestait être volé, Napoléon détestait ce genre de choses, il y a une complicité telle entre eux qu'il lui pardonne, en fait. Et pour lui, même, il y a quelque chose chez lui d'assez curieux, on dirait qu'il veut se mettre en danger avec elle. Qu'il n'est pas, qu'il est comme ça, que ça lui plaît, il ne cherche pas à contrôler, il ne cherche pas à la contrôler, à l'espionner, alors que c'est quelqu'un de très méfiant, de très jaloux, pour lequel chaque détail compte. Non, il la laisse un peu faire, et puis quand toute patatras, quand le déficit arrive, il est tout affolé, mais enfin il finit par tout résorber à sa manière. Il y a une réelle complicité entre eux. Leurs caractères sont étonnamment semblables. Ils sont même presque jumeaux, on peut parler d'alter ego entre eux. Ils sont tous les deux très jaloux, très possessifs, pas rancuniers, ce qui facilite les réconciliations. Ils sont toujours très directs dans ce qu'ils demandent, très insistants tous les deux. Ils ont comme ça, ils ont des parcours communs, ils viennent finalement d'un milieu, on lui est un petit peu en dessous d'une noblesse qui n'est pas de premier rang, donc ils ont un milieu commun, ils ont des aspirations communes, ils sont ambitieux tous les deux, mais pas pour le même fauteuil, ce qui est important, parce que sinon ils n'auraient jamais pu s'entendre. Et ensuite, ils sont complémentaires, tandis qu'un est totalement politique dans la gestion de l'État, l'autre est dans l'entre-genre, la relation sociale, et ils s'accordent complètement. Et il ne faut pas oublier que Napoléon est un militaire. D'abord, un militaire fait peur politiquement, il peut inquiéter. Donc il faut à ses côtés, à son bras, quelqu'un qui puisse tempérer cette image. Et c'est Vénus en contrepoint de Mars. La ficelle est ancienne, mais elle marche toujours. Et quand on a une Joséphine comme ça, qui intrinsèquement a un bon caractère et qui entre en empathie facilement avec les gens, forcément elle rassure si lui pouvait s'inquiéter. Joséphine est une femme de réseau. Pour une impératrice comme ça, elle va, c'est un champ, l'Empire est un champ de manœuvre, si je puis dire, un terrain de jeu idéal pour elle, où elle va pouvoir multiplier les amitiés, les réseaux, les alliances, les mariages, et concevoir, toujours avec Napoléon d'ailleurs, mais concevoir tout cela pour rayonner et étendre, ce qui, pour Napoléon, est effectivement quelque chose d'intéressant et d'important, qu'il ne peut pas assumer tout seul. Napoléon est très peu présent à la cour, hein. C'est quelqu'un qui est occupé à la guerre, à l'armée, etc., évidemment à la politique avec les ministres, donc il accorde peu de temps aux courtisans. Joséphine est là pour incarner ce rôle et être la permanence, si je puis dire, du trône, et recevoir les courtisans, leur parler, animer la cour. Il faut quelqu'un qui soit là. Napoléon ne le fait pas. C'est Joséphine qui va tenir son rang. Alors d'une manière assez subtile, où elle n'est pas formée à cela comme les princesses de sang le sont, ont été depuis leur enfance formées à cela. Mais elle ajoute une sorte de subtilité, une petite touche qui la rend sympathique et qui fait que ce régime, qui est malgré tout un entre-deux, qui provient de la Révolution et qui devient monarchique, fait que dans l'esprit des gens, cela fonctionne, en fait, parce qu'il y a comme ça un équilibre où cette monarchie ne rappelle pas le passé, est à la fois neuve, avec une personne neuve, et qui a une séduction différente, plus vraie sans doute, moins guindée, moins parée d'étiquette, avec une mode, avec un style qui plaît. Donc du coup, elle tient son rang et, de manière même assez étonnante et permanente. En fait, elle ne lâche jamais, elle est toujours de toute façon là, elle est prête à assumer ce rôle. Jamais elle demande que ça, même si elle s'en plaint. En fait, elle demande d'être au centre. Ça lui plaît intrinsèquement. Son ambition est là. Elle ne veut pas, n'est jamais bien qu'au centre du système. Et donc, ça lui plaît et elle ne demande qu'à continuer et comme ça à rayonner. Alors le problème, c'est que Joséphine est restée une grande muette dans l'histoire. Sa correspondance est en fait assez factuelle, elle n'a pas de journal, elle n'a pas de mémoire, donc tout le monde a parlé à sa place à diverses époques et suivant son intérêt, suivant son propre roman de sa vie. Et donc en fait, elle est devenue imaginaire et racontée par les autres. Au départ de son ascension sous le Directoire, c'est très clair que ce régime qui est combattu par les royalistes, mais aussi les républicains, elle est une cible, comme tous les autres, donc
déjà pour les royalistes et les républicains une légende noire née où apparaît la femme volage, où apparaît la femme d'intérêt, où apparaît toute cette légende noire qui va ensuite prospérer. Ensuite, il y a la propagande anglaise qui là est contre Napoléon et son régime, et qui s'en prend aussi évidemment à Joséphine, qui l'appelle d'ailleurs la maîtresse de Barras, hein, jusqu'à la fin. Donc c'est dire, et là encore ça se développe. Il se trouve que plusieurs acteurs qui ont été déçus et qu'elle a trahis, en fait, hein, comme Barras, avec qui elle a commencé, on peut dire, sa carrière politique, et avec Napoléon, elle s'est retournée contre lui, hein, puisqu'ils l'ont renvoyé dans ses foyers. Et bien celui-ci, dans ses mémoires, va évidemment la charger, si je puis dire, véritablement, et accréditer toute la propagande, ce qui va donner un relief supplémentaire encore à cela. Et puis, il y a aussi beaucoup d'amoureux de Napoléon qui n'ont pas pardonné cette trahison supposée et qui vont, beaucoup d'historiens tels Frédéric Masson, qui vont encore la charger et finalement instruire son cas à charge uniquement. Parce qu'il y a un trop grand amour pour Napoléon et il ne supporte pas que cette femme-là ait eu ce rôle d'ailleurs, ou ait eu ce comportement supposé. Donc, dans l'historiographie, ça se retrouve. Et même encore très récemment, hein, ça continue, c'est quelque chose qui se poursuit. Et donc la Joséphine de Beauharnais, en fait, cette femme volage, dépensière, évanescente, continue d'imprimer les esprits, tandis qu'en réalité, celle qui est née à la Martinique était bien différente. Alors il y a eu aussi effectivement la famille Bonaparte qui a détesté. Hein, Lucien, dans ses mémoires, dira à son frère, je lui ai dit, moi aussi j'ai divorcé, mais moi la mienne n'était ni vieille ni puante. C'est dire l'ambiance de famille. Donc les Bonaparte aussi ont changé à des moments différents. Mais Murat, Joseph, Lucien, Louis, qui n'a pas pardonné d'ailleurs que Joséphine lui fasse épouser Hortense avec Napoléon, etc., etc. Donc tous ont aussi rajouté dans leur mémoire, dans leurs écrits, quelque chose sur Joséphine d'assez négatif. Ce qui fait que dans tout ce panorama, elle n'a pas énormément de défenseurs, elle a pas mal d'accusateurs qui se sont servis de son cas pour eux-mêmes se mettre en valeur finalement, et ce qui a contribué à propager et continuer sa légende noire, même si on voit bien sur certains mémoires par contre de proches de Napoléon comme ses secrétaires, etc., qui lui vouent pas, non pas un culte, mais qui l'aimaient beaucoup, hein, qui ont eux essayé d'imprimer quelque chose d'autre, mais bon, c'était difficile, comme disait John Ford, imprimer la légende, ça sera mieux. C'est ce que j'ai essayé de ne pas faire justement.